Pour obtenir de l'énergie électrique et satisfaire les besoins quotidiens des consommateurs qui ne cessent d'augmenter, différentes sources d'énergie sont utilisées ou consommées dans les centrales électriques. Les plus utilisées sont les centrales thermiques à combustible fossile, telles que le charbon, le gaz ou le fioul. Cependant, celles-ci ont un effet néfaste sur notre planète. Elles engendrent des émissions de produits polluants et de gaz à effet de serre, provoquant ainsi une dégradation continue de notre environnement et est à l'origine du réchauffement climatique auquel nous sommes aujourd'hui soumis. Néanmoins, de nombreuses technologies ont été développées permettant aujourd'hui de produire de l'électricité sans avoir recours à la combustion et de diminuer ce faisant les émissions de gaz à effet de serre. Il existe deux méthodes principales permettant d'obtenir de l'énergie électrique sans que cela nécessite l'intervention d'un processus de combustion. Premièrement, la conversion d'énergie mécanique, soit dite directe grâce aux éoliennes et aux barrages hydroélectriques, soit indirecte à partir d'énergie thermique avec des centrales nucléaires ou des centrales solaires thermiques. Deuxièmement, la conversion de l'énergie radiative reçue du soleil grâce aux panneaux photovoltaïques. Nous allons ainsi découvrir le mode d'action et l'impact de ces procédés de ces conversions énergétiques sans combustion impliquant plusieurs centrales en quatre parties. Premièrement, la centrale éolienne. Le principe de fonctionnement de la centrale éolienne repose sur la transformation de l'énergie mécanique du vent en énergie électrique pour satisfaire les besoins des consommateurs. Il s'agit bien ici d'une centrale électrique fonctionnant sans combustion. Une centrale éolienne produit de l'électricité grâce à la force du vent, une source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Nous pouvons distinguer deux grands types d'installations. Le parc terrestre et le parc offshore d'éoliennes implantées en mer à plusieurs kilomètres au large des côtes. En haut du mât de l'éolienne, qui peut dépasser les 100 mètres de hauteur, l'hélice appelée aussi rotor et qui est composée en général de trois pales, se met à tourner sous l'effet d'un vent d'une vitesse d'au moins 10 km par heure. La nacelle sur laquelle cette hélice est fixée s'oriente automatiquement pour être toujours face au vent grâce à un système d'orientation. Pour des raisons de sécurité, si le vent dépasse 90 km par heure, l'anémomètre placé sur la nacelle fait que l'éolienne s'arrête automatiquement de fonctionner. À l'intérieur de la nacelle, l'hélice fait tourner un axe. Sa vitesse de rotation n'étant pas suffisante pour générer de l'électricité, un multiplicateur augmente cette vitesse jusqu'à 1500 tours par minute et la transmet à un second axe qui fait à son tour tourner un alternateur. Dans celui-ci, le courant électrique est produit par l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile et les bobines de fil de cuivre du stator, donc la partie fixe. Le courant est transporté en bas du mât. Il passe par le convertisseur qui synchronise l'électricité produite par l'éolienne à celle présente dans le réseau électrique. Le courant est transformé en électricité dite haute tension et passe ainsi de 690 volts à 30 000 volts grâce au transformateur. Acheminée par des câbles souterrains ou sous-marins, l'électricité ainsi produite par l'éolienne est envoyée vers le poste source. Celui-ci sert à élever la tension électrique de 30 000 volts à 225 000 volts pour ensuite distribuer l'électricité sur l'ensemble du réseau électrique et par la suite sur les villes ou villages. Cependant, toute chose a des avantages comme elle a des inconvénients, et les éoliennes ne sont pas une exception à la règle. Les inconvénients des centrales éoliennes sont nombreux. Premièrement, elles ont un impact sur la faune et la flore locale, puisque l'altitude des pales en mouvement pose des problèmes pour le déplacement des animaux aériens. De plus, la biodiversité au pied de l'éolienne peut également être touchée. Deuxièmement, elles sont la source de pollution, donc de nuisances sonores et visuelles des paysages. Troisièmement, les éoliennes provoquent une pollution due à l'extraction des matières premières utiles à leur fabrication, puisque les éoliennes sont composées d'acier et de métaux rares tels que le néodyme et le dysprosium, ce qui donc, par la suite, sera à l'origine de l'épuisement de ces ressources rares. Toutefois, malgré ces inconvénients, l'électricité d'origine éolienne n'émet pas de gaz à effet de serre. L'éolienne ne nécessite aucun carburant, ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs et ne dégrade pas la qualité de l'air. L'efficacité de la centrale éolienne peut être démontrée par le fait qu'un parc éolien de 4 à 6 éoliennes seulement couvre les besoins en électricité de près de 12 000 personnes. La preuve étant que le Danemark a usé de ce système pour couvrir plus de 43% de ses besoins en énergie électrique. On présente maintenant la centrale hydroélectrique. Une centrale hydroélectrique produit de l'électricité grâce à une chute d'eau entre deux niveaux de hauteur différentes qui met en mouvement une turbine reliée à un alternateur. Elle transforme l'énergie mécanique produite lors de la chute d'eau en énergie électrique.
Le barrage retient l'écoulement naturel de l'eau. De grandes quantités d'eau liquide s'accumulent et forment un lac de retenue. Une fois l'eau stockée, des vannes sont ouvertes pour que l'eau s'engouffre dans de l'eau tuyau métallique appelée conduite forcée. En effet, la plupart de ces centrales hydrauliques en France sont automatisées. Chaque centrale se met en marche selon un programme prédéfini en fonction des besoins électriques. Ce tuyau conduit l'eau vers une centrale hydraulique située au contrebas. À la sortie, la conduite dans la centrale, à cause de la force de l'eau, fait tourner une turbine qui fait à son tour tourner un alternateur. Grâce à l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit un courant électrique alternatif. La puissance de la centrale dépend de la hauteur de la chute et du débit de l'eau. Plus ils seront importants, plus cette puissance sera élevée. En fin de compte, l'eau turbinée qui a perdu de sa puissance rejoint la rivière par un canal spécial appelé canal de fuite. Pour garantir l'électricité au consommateur, un transformateur élève la tension du courant électrique produit par l'alternateur pour qu'il puisse être plus facilement transporté dans les lignes à très haute et grande tension. Aujourd'hui, l'électroélectricité est une source d'électricité importante et fiable. Elle est également propre et renouvelable. Indépendante des conditions climatiques, sauf la sécheresse bien sûr, les centrales hydroélectriques peuvent fournir un service plus fiable que les centrales solaires et éoliennes. De plus, la possibilité de contrôler leur débit permet à chaque usine d'adapter sa production à la demande du marché. Or, plus de 95% d'énergie électrique norvégienne provient des centrales hydroélectriques. La Norvège bénéficie d'une géographie adaptée, d'un climat avec des fortes précipitations qui lui ont permis d'installer plus de 800 centrales hydrauliques. L'énergie hydraulique présente plusieurs avantages, notamment l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, mais aussi elle contribue à l'indépendance énergétique de la France sans émettre du CO2. Produite sous certaines conditions, elle est la seule forme d'énergie stockable à très grande échelle, permettant ainsi d'absorber les pics de consommation en temps réel. Elle ne produit pas de déchets et comme toutes les activités industrielles, elle permet le développement économique et social de la commune isolée en stimulant l'activité locale. Enfin, on note que les retenues d'eau deviennent souvent, grâce à leur aménagement paysager, des zones de loisirs et des pôles d'attraction touristique avec le développement des zones de pêche et les pratiques sportives comme le kayak. Pourtant, avec ces constructions souvent imposantes, elles modifient le territoire et le paysage et interviennent directement sur le cours d'eau. Ainsi, exploiter l'énergie potentielle du cours d'eau n'est pas sans impact sur l'environnement. Parmi ces impacts, on retient la mise en eau des barrages induit très souvent des déplacements de population et des disparitions des zones agricoles. La création de retenues d'eau artificielles peut entraîner la sous-oxygénation de l'eau. Et les barrages arrêtent les sédiments, créant des cuvettes artificielles. Mais aussi, ces centrales ont des impacts sur la biodiversité, ainsi que la mortalité de certaines espèces comme l'anguille. Donc, dans un troisième temps, nous allons parler des centrales nucléaires. Ce qu'on remarque, c'est que les centrales nucléaires le nucléaire est aujourd'hui une énergie de plus en plus valorisée par de nombreux pays. Le président de la République avait annoncé la construction de 6 réacteurs d'ici 2050 et l'étude de la construction de 8 autres. Nous allons nous interroger tout d'abord sur le mode de fonctionnement des centrales nucléaires. Dans le réacteur d'une centrale thermique nucléaire, on réalise la fission des noyaux des atomes d'uranium. Et l'énergie nucléaire est convertie en énergie thermique. La centrale nucléaire thermique produit de l'électricité grâce à la chaleur qui se dégage de la fission des atomes d'uranium. Et le principe de fonctionnement est le suivant. L'énergie mécanique est convertie en énergie mécanique après de nombreuses étapes. Il existe tout d'abord plusieurs types de réacteurs. Celui qui est majoritairement utilisé de nos jours, c'est le réacteur dit à eau pressurisée. La centrale fonctionne selon 3 circuits d'eau totalement indépendants. Le premier circuit, le circuit primaire, le circuit secondaire, un dernier circuit appelé le circuit de refroidissement. Donc les pastilles d'uranium sont contenues dans des longs tubes métalliques qu'on appelle les crayons. Ces tubes sont à leur tour placés dans une cuve en acier contenant de l'eau et représentent le cœur du réacteur.
Et le processus de fission de l'atome d'uranium passe par une eau qui est chauffée à 320 degrés et qui est maintenue sous pression pour rester à l'état liquide. Cette eau elle-même est dirigée vers un générateur de vapeur et au contact des tuyaux parcourus par l'eau chaude du circuit primaire, l'eau du circuit secondaire s'échauffe et se transforme en vapeur. Cette vapeur fera tourner une turbine, laquelle fait tourner à son tour un alternateur. Au sein de celui-ci, nous savons qu'un champ électromagnétique se forme par l'interaction entre les électroaimants du rotor et les bobines du fil de cuivre, le stator, ce qui produit un courant électrique. Un transformateur se charge quant à lui par la suite d'élever la tension à 220 000 volts pour faciliter le transport dans des lignes dites à très haute tension. Et s'agissant de la vapeur d'eau qui sortira de la turbine, elle est directement retransformée en eau grâce à un circuit de refroidissement et qui la renvoie à son tour vers un générateur de vapeur pour débuter un nouveau cycle. Cela s'explique par le fait que la vapeur passe par un condenseur qui est alimenté par les eaux froides de mer qui va se charger de l'opération. D'après les transferts énergétiques, nous pouvons voir qu'en l'énergie nucléaire est tout d'abord transmise vers le réacteur. Le réacteur transmet vers le générateur de vapeur une énergie thermique et cette étape se traduit également par une part d'énergie perdue, d'énergie thermique dissipée. Le générateur de vapeur transforme cette énergie en énergie cinétique vers la turbine et la turbine transforme à son tour l'énergie cinétique de rotation vers l'alternateur et l'alternateur transforme cette énergie en énergie électrique qui sera redistribuée aux consommateurs. Les trois dernières étapes, c'est-à-dire le passage du générateur de vapeur à la turbine et le passage de la transformation énergétique de la turbine vers l'alternateur, ainsi que la première étape, le passage du réacteur vers le générateur de vapeur, se traduisent toutes par d'une part d'énergie perdue, une énergie thermique dissipée. S'agissant des avantages et des risques aujourd'hui encourus par l'usage du nucléaire, il existe deux principaux avantages. Le premier, c'est qu'évidemment, une centrale nucléaire, elle est compatible avec la transition écologique. C'est-à-dire que les centrales nucléaires émettent très peu de gaz à effet de serre, dont le CO2. Le nucléaire est donc une source dite décarbonée. Le nucléaire produit en moyenne 35 grammes d'équivalent de CO2 par kilowattheure contre 400 à 500 grammes de CO2 kilowattheure pour les centrales à pétrole. Et plus encore, 1200 grammes de CO2 par kilowattheure pour les centrales à charbon. Le nucléaire permet donc de se substituer des méthodes traditionnelles de combustion et il a offert à de nombreux pays comme la France d'être un pays au taux d'émission de CO2 par kilowattheure le plus bas d'Europe. Par la suite, le deuxième avantage consiste en un comparatif avec les énergies dites renouvelables. On sait que les énergies renouvelables sont dites intermittentes. Le solaire, l'éolien sont des énergies dont le fonctionnement dépend de la présence d'énergie radiative suffisante ou du vent, ce qui n'est pas le cas du nucléaire, ce qui lui permet d'être présent de manière continue. Et troisièmement, ça représente pour des pays, notamment la France, un gain d'indépendance, puisque le nucléaire est avant tout une technologie française, même si l'uranium provient des sous-sols d'autres pays. S'agissant des inconvénients de l'usage du nucléaire, on en retrouve trois. Le fonctionnement, il faut rappeler que le fonctionnement d'une centrale nucléaire elle-même émet effectivement très peu de CO2, entre 2 et 10 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité selon des études. Mais ces calculs ne prennent pas en compte l'ensemble du cycle nucléaire, de son début de ses tenants à ses aboutissants, qui lui est beaucoup plus polluant en revanche. C'est-à-dire que les étapes de l'extraction du minerai d'uranium, en passant par le transport vers les usines de transformation du minerai, puis vers les centrales, et enfin le traitement et l'enfouissement des déchets radioactifs, toutes ces étapes sont de 10 à 30 fois plus polluantes que l'activité de production d'électricité elle-même. Le second inconvénient consiste à rappeler que le nucléaire génère de la radioactivité des déchets radioactifs. Les déchets doivent donc être gérés avec beaucoup de vigilance et stockés de façon sécurisée. L'usage du nucléaire expose la population à des risques de radioactivité, en tout cas les populations qui vivent à proximité des centrales, et un impact nocif sur la santé puisque l'exposition à la radioactivité peut engendrer plusieurs maladies, dont des cancers.
Au cours des dernières années, notamment, trois incidents majeurs rappellent ce défi crucial du nucléaire. En 1979, Three Mile Island, en Pennsylvanie aux États-Unis, où l'accident de la centrale s'est produit. Par la suite, en 1986, Tchernobyl, en Ukraine, l'explosion d'une centrale nucléaire. Et plus récemment, en 2011, un accident nucléaire à Fukushima au Japon. Le troisième désavantage, c'est que le nucléaire n'est jusque-là pas une énergie renouvelable, parce que l'uranium employé aujourd'hui pour la fission reste une ressource limitée. Mais si l'homme parvenait à maîtriser les techniques de fusion, cette tendance pourrait s'inverser, pourrait changer, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pour finir, on va vous présenter la centrale thermique solaire. Les centrales thermiques solaires convertissent l'énergie radiative en énergie électrique qui sera distribuée aux consommateurs. L'installation de ces centrales se base sur un champ de panneaux solaires à concentration. Ce champ solaire est basé sur une technologie dite miroir de Fresnel, mais appelée aussi miroir héliostat. Ce sont des miroirs plans, mobiles, et qui s'orientent en suivant un axe nord-sud de façon qu'ils suivent les radiations solaires et donc sont dans une course du Soleil. Ces miroirs agissent de façon qu'ils réfléchissent les rayonnements solaires pour les concentrer en haut d'une tour, appelée aussi tube récepteur fixe. L'énergie radiative est alors absorbée par un fluide caloporteur et convertie en énergie thermique. On appelle un fluide caloporteur des gaz ou liquides utilisés pour transférer l'énergie thermique d'un lieu à un autre. En effet, l'énergie solaire sera transmise à l'eau circulant dans le tube récepteur et sera vaporisée progressivement dans un générateur de vapeur. La vapeur d'eau sous pression est utilisée pour faire tourner une turbine qui, à son tour, permet la mise en marche d'un alternateur qui produit finalement de l'électricité, qui sera après distribuée aux consommateurs par des réseaux de transport d'électricité. La vapeur d'eau, maintenant détendue, sera envoyée par un condenseur qui condensera la vapeur d'eau grâce à un échange thermique avec l'air ambiant. Les condensats sont ensuite récupérés dans un ballon, puis dans une bâche alimentaire dégazante où ils seront dépouillés de gaz incondensable. L'eau, maintenant froide et conditionnée, sera alors renvoyée à l'entrée du champ solaire où il circule dans le tube récepteur. Et donc, on obtient ce type de centrale fonctionne en un circuit fermé dans lequel l'eau est continuellement recyclée et on obtient de l'énergie renouvelable. Maintenant, on va présenter les risques et les impacts de ce procédé d'obtention d'énergie électrique. L'impact environnemental se situe principalement au niveau de la fabrication, transport, l'installation et de recyclage de ces infrastructures. Il y a une pollution due à l'extraction des matières premières utiles à la fabrication, surtout si les métaux se trouvent dans des terres rares, mais aussi le risque de l'épuisement de ces derniers. La transformation de l'énergie solaire en énergie électrique en tant que telle n'émet pas de pollution, ce qui constitue un avantage important. Or, installés au sol, les panneaux solaires peuvent modifier le paysage et déranger la faune locale, principalement par la pose de clôtures sur des terrains de grande superficie. Leur production est intermittente à cause de la nécessité des radiations solaires et leur rendement est faible durant l'hiver, alors que la consommation augmente durant cette période, ce qui nécessite l'intervention d'autres sources d'électricité qui, eux, par contre, peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement.